fonctionnement de la Cour suprême, les changements climatiques, la construction de la route Kuala-Murja-Nara, des projets de loi qui ont été votés ce matin par les députés lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Autre session extraordinaire, celle convoquée par le ministère de la Défense des anciens combattants pour l'examen des projets de loi sur l'avancement dans l'armée, l'organisation et fonctionnement de l'état-major général des armées. Le commissariat du 3e arrondissement vient d'interpeller un trafiquant de peau d'âne en possession de 36 peaux d'âne d'une valeur marchande de 3 millions de francs CFA. La liste des 23 joueurs pour le match retour Mali-Bénin comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires Gabon 2017, le sélectionneur Alain Giresse était face à la presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En ouverture de ce journal, ce message de félicitations du président de la République adressé à Edgar Lungu, nouveau président de la République de Zambie. Message ainsi libellé. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. Le choix porté de nouveau sur votre excellence pour assumer cette noble et délicate mission constitue un hommage rendu à vos qualités d'homme d'État et une adhésion à la continuation de votre œuvre de démocratisation et de modernisation de votre pays. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Je vous souhaite, en vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple zambien. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 3 projets de loi ont été discutés par les députés à l'Assemblée nationale. Et ces projets concernent l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême, les changements climatiques et la construction de la route Kuala-Murja-Nara. Ces projets de loi concernent successivement le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, le ministère de l'Environnement et celui de l'Équipement et des Transports et du désenclavement. Compte rendu signé Mahamadou Doumbia. 3 projets de loi étaient à l'affiche de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant loi organique fixant l'organisation, les règles, le fonctionnement de la Cour suprême et la procédure devant elle a été adopté à l'unanimité sans débat par 93 voix pour. Il concernait le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Le second projet de loi était relatif au changement climatique, adopté en décembre 2015 par la 21e session de la conférence des partis et la 11e session du protocole de Kyoto. Concernant le cas particulier de la déforestation, le Mali perd environ 500 000 hectares chaque année. Les problèmes sont nombreux. Je pense que nous avons besoin de campagnes de reboisement. Après le débat houleux relatif au changement climatique enclenché par les députés, ce projet de loi a été finalement adopté à l'unanimité par 108 voix pour. La construction de la route Kuala-Murja-Nara sur le financement de l'accord entre le Mali et la Banque islamique de développement, c'est le contenu du projet de loi autorisant un accord de prêt 16-33-5L. La qualité des ouvrages, je peux vous assurer qu'on y tient autant que vous. Et c'est pour ça qu'au moment du choix des contrôles, des bureaux de contrôle, une attention particulière sera mise sur les qualifications que nous allons exiger. Cette route d'une longueur de 188,25 km sera financée grâce à un accord de prêt ordinaire de plus de 8 milliards 225 millions de francs CFA et l'accord destinant à plus de 47 milliards 372 millions de francs CFA. Ce projet de loi a été adopté unanimement par 95 voix pour. Les travaux dureront d'avril 2017 à avril 2019. Le tout nouveau député élu à Braoueli, de retour à l'Assemblée nationale, Brema Diko, s'est réjoui de cette session extraordinaire. Aujourd'hui, je suis très content
de retrouver aussi mes anciens camarades et reprendre encore ce travail parlementaire pour jouer ma partition pour ce pays que j'aime autant. Le Haut Conseil des collectivités est l'institution qu'il faut tout faire pour appuyer. C'est du moins l'avis de Mohamed El Mokhtar, nouveau ministre de la Réconciliation nationale, de Aboubakar Sadio Samasekou, administrateur de société. Les deux ont été reçus par le président de l'institution, nous dit Mamourou Sidibé. Le président du Haut Conseil des collectivités a été l'hôte de deux personnalités. La première est venue expliquer au premier responsable de cette institution le rôle de sa société dans la gestion saine des marchés et tout l'intérêt qu'il apporte aux occupants des marchés aménagés. Cette visite chez le président du Haut Conseil des collectivités rentre dans les démarches et quand même les perspectives que nous avons pour la rénovation des marchés quand même du capital. Ça veut dire le district de Bamako, et plus loin les marchés des différentes régions. Ça veut dire renouveler les marchés, quand même sortir de cet audit des années 60. Tout juste après, le tout nouveau ministre de la Réconciliation nationale a aussi fait son entrée chez Mamadou Satigi Diakité. Mohamed El Mokhtar a profité de sa visite de courtoisie pour solliciter l'appui du Haut Conseil des collectivités dans la nouvelle mission à lui assignée. La réconciliation est une affaire malienne, de tous les Maliens, de toutes les Maliennes. Un département porte la mission, mais il est obligé de partir avec chaque Malien et chaque Malienne. Or, le Haut Conseil représente les collectivités territoriales. Et toute la problématique de la réconciliation est au niveau des collectivités. Elle n'est pas ailleurs. Et eux, ils sont mieux outillés que nous pour savoir quels sont ces problèmes et quelles sont les pistes de solutions qu'on peut apporter. Ces deux visiteurs ne se sont pas trompés d'interlocuteurs quand on sait tout le poids de cette institution dans l'organisation et la mobilisation des forces vives de notre pays. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a rencontré les journalistes maliens présents à La Haye pour la couverture médiatique du procès Al-Mahdi. C'était juste après l'ouverture de cette audience historique au cours de laquelle l'accusé s'est déclaré coupable de tout ce que l'équipe Fatou Bensouda lui reproche dans le cadre de la destruction des mausolées de Tombouctou classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bureau du procureur se dit satisfait de la tournure du procès, salue les efforts du gouvernement malien et assure que l'affaire Al-Mahdi devra en appeler d'autres si son bureau parvient à étoffer les preuves contre d'autres criminels non encore épinglés. Récit de nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Sori Ibrahima Keïta. To give a very clear, a very strong message in support of the prosecution of this case. Le patrimoine qui a été vandalisé, bien sûr que résonne aussi au-delà du Mali, mais ça revient essentiellement aux Maliens, aux communautés touchées, n'est-ce pas, de militer pour que cette affaire soit portée le plus loin possible, pour que les gens comprennent la portée, n'est-ce pas, du préjudice infligé aux Maliens par rapport au patrimoine qu'ils ont toujours considéré comme étant sacré, important à travers des années et des années et l'histoire. Donc ça nous incombe à tous, mais ça incombe beaucoup plus essentiellement aux communautés touchées, puis à la population malienne qui doit effectivement y mettre le paquet. Le fait que, pour le moment, on n'a pas encore à mener d'autres accusés, d'autres suspects concernant d'autres crimes qui ont été perpétrés au Mali, ne devrait pas avoir un effet quelconque sur l'affaire qui est pendante ici maintenant. On a des preuves. On a retenu des charges contre lui. On a soumis et on va continuer à soumettre les preuves que nous allons déjà ramasser contre lui. Donc ça c'est l'important, ça c'est la substance, pas des habits. Monsieur Al-Mahdi, qui comparait à la CPI pour destruction de mausolées de Tombouctou, a reconnu les faits et a demandé pardon aux populations de la cité des 333 saints et au Mali en général. Se référant au Coran, les Tombouctiens, en tant que musulmans, ont favorablement accueilli le pardon nonobstant la gravité de l'acte posé. Ils l'ont dit au micro de Adama Djimbe.
C'est vraiment quelque chose qui est très grave. Mais la nation malienne sont habitués à pardonner. On se pardonne toujours entre nous. On a vécu beaucoup de choses comme ça. On se pardonne entre nous. On peut les pardonner, on peut l'excuser. Le mal est là. Et ce qu'il est en train d'encourir aujourd'hui au niveau de la CPI, c'est lui qui l'a voulu. Parce que le fait juge quelqu'un. C'est selon tes faits qu'on te juge. Mais le pardon qu'il a demandé à tout le monde, à tous les Tombouctiens, à tous les Maliens en général, nous l'accordons ce pardon. Si quelqu'un fait du mal et qu'il le regrette et qu'il revient demander pardon, en tout cas, moi je pense qu'il faut le pardonner. Parce que même Dieu accepte. Dieu est avec la personne qui pardonne, le cœur qui pardonne. Ça veut dire qu'il ne va plus reprendre et peut-être il va sensibiliser ses autres à ne plus faire du mal. Je le pardonne et je ne garde aucune rancune pour lui. Moi, ça n'engage que moi. Parce que j'ai réagi selon ce qui est demandé du Coran et du Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on demande pardon, nous sommes des musulmans. Notre religion, c'est une religion de tolérance, de pardon. Donc, moi, quand même, dès que la personne demande pardon, je le pardonne. L'actualité sur un tout autre plan, le Conseil supérieur de la fonction militaire tient depuis ce matin sa session, une session extraordinaire. Au menu des échanges, l'examen du projet de texte relatif aux avancements dans l'armée et celui modifiant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'état-major général des armées. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces armées et de sécurité initiée par les autorités. Nohum Sissoko, compte rendu. Cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la fonction militaire se penche sur deux questions majeures concernant les forces armées. Il s'agit du projet de texte fixant les conditions, les critères et les procédures d'avancement des officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que le projet de texte modifiant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'état-major général des armées. Le premier projet consacre la fusion de l'ensemble des textes régissant l'avancement des officiers, sous-officiers et militaires du rang. Le deuxième projet répond à une nécessité d'adaptation à la réalité actuelle, notamment par la prise en compte de certains facteurs dans un contexte sécuritaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces armées et de sécurité enclenchée par les autorités. L'exercice consistera à recueillir vos avis sur le texte. L'avancement est un aspect sensible de la carrière du militaire. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il était nécessaire d'avoir un texte, un cadre stable et constant qui nous permette de travailler avec sérénité pour éviter ce que nous vivons chaque année, le stress et souvent la suspicion. Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel où sont examinés les problèmes de la corporation. Il permet de remonter les préoccupations de la troupe au niveau de la hiérarchie. Un mot de politique dans ce journal. La rentrée politique de la section RPM de Kolindjeba a eu lieu le dimanche dernier. Les différentes activités se sont déroulées dans la ferveur totale en présence des responsables du bureau politique national du RPM et des membres de la coordination régionale. Cette rentrée politique était une démarche pour rappeler aux militants les mots d'ordre du parti du Tisserand basé sur la justice, le progrès et la solidarité en vue d'une grande cohésion pour les futures échéances électorales. Cette journée, la journée a été parrainée par Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités du Mali. Envoyés spéciaux à Kolindjeba, Abou Koné et Adama Traoré. Après Bougouni, la délégation du bureau politique national du RPM a mis le cap sur Kolindjeba, où un accueil chaleureux lui a été réservé par une population enthousiaste. Cette rentrée politique de la section RPM de Kolindjeba, en vue des futures échéances, a enregistré l'adhésion des nouveaux militants. Cela dénote la vitalité du parti du Tisserand dans la localité. Au cours de cette rencontre,
Les grandes réalisations dans le cadre du développement du président Ibrahim Boubacar Keïta ont été saluées, notamment les sentiers de la route Zantiebougou-Kolondjeba jusqu'à la frontière ivoirienne, un projet si cher au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et un souhait ardent de toute la population de Kolondjeba. En outre, la cérémonie a permis d'encourager quelques responsables pour leur engagement vis-à-vis de la formation politique. La jeunesse RPM de la 3e région n'est pas restée en marge de ses activités. La démonstration a montré la preuve, la salle a refusé le monde. Les aînés doivent être rassurés dans la région de Sikasso, que la relève est rassurée, car les 90% de la salle étaient des jeunes. On a montré l'exemple régional et non l'exemple local. Le séjour de Kolondjeba a été aussi marqué par une plantation d'arbres dans la cour de la préfecture. Ce geste a été l'occasion pour les responsables du parti de rendre un hommage mérité au regretté Bakary Kone Dibeka, un militant des premiers rangs du parti. Le message à l'endroit de nos militants, c'est de continuer l'effort, parce que l'affluence que nous avons constatée aujourd'hui témoigne de la vitalité du RPM au sein de la région, comme en témoigne ce que nous avons constaté hier à Bougouni et aujourd'hui à Kolondjeba. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la localité. Ensemble, elles ont fait des bénédictions pour le président Ibeka, pour la paix et la stabilité au Mali. Le ministre coordonnateur du SILS et le ministre de l'Agriculture, Kassoum Denon, étaient en visite à l'Institut du Sahel, INSA, pour échanger sur les voies et moyens d'améliorer les conditions de travail des agents de l'institution spécialisée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Compte rendu Fademba à Keïta. Cette visite intervient juste après la passation des services survenue entre Dr Sibiri Jean-Ouedraogo, directeur général entrant de l'Institut du Sahel, et le sortant, le professeur Antoine Soumi. La prise de contact avec le ministre coordinateur du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, est rêvé pour le tout nouveau directeur d'appuyer l'Institut spécialisé du SILS dans la mise en œuvre de sa vision. L'INSA, c'est une structure en charge de capitaliser les éléments d'information en matière de recherche pour les mettre à la disposition des systèmes nationaux de recherche agricole et accompagner dans 4 domaines, je peux dire. Depuis les instances qui ont eu lieu à la fin de juin à Ouagadougou, au Burkina Faso, nous avons quand même eu à mener certaines activités et l'occasion nous a été offerte pour venir ici et puis rendre rapidement un petit compte rendu au ministre coordinateur. Le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a pris l'engagement devant ses pairs de construire un siège pour l'INSA au Mali. Parce que depuis 40 ans, l'INSA est en location en République du Mali. C'est plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été utilisés à ce niveau. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu identifier 4 hectares à Sotiba qui vont bientôt abriter le siège de l'INSA au Mali. L'Institut du Sahel est l'unique structure qui dispose d'un système régional opérationnel et efficace dans la gestion des pesticides. Il propose aux États membres des actions soutenant une agriculture productive à travers une gestion efficiente des ressources naturelles. Une trentaine de femmes leaders du Burkina Faso, du Niger et du Mali renforcent leur capacité sur le syndicalisme. On voit ce qu'il en est avec Abdrahman Meiga. Cette conférence de 2 jours doit permettre à une trentaine de femmes leaders du Burkina Faso, du Niger et du Mali de renforcer leurs capacités sur 2 sujets dont la maîtrise est indispensable pour mener à bien les activités syndicales. Il s'agit des négociations collectives et du leadership féminin, qu'a des femmes des syndicats affiliés à l'UITA. Entendez l'Union internationale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes. Le projet numéro 675 est un projet régional pour la promotion de la participation des femmes à leur organisation et a pour objectif d'inciter les femmes à s'intéresser au mouvement syndical tout en augmentant leur effectif. Cette conférence se veut également un espace d'échange autour des préoccupations communes aux 3 pays de la sous-région. Elle permettra aux participantes d'être mieux outillées pour défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs de Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'initiative de l'organisation de cette coopération sud-sud émane de l'idée des coordinatrices de 7 pays cités ci-dessous en vue de renforcer les capacités, de créer et
et renforcer le réseau de communication et de solidarité entre les femmes, les syndicats affiliés à l'UNITA et d'autres organisations syndicales. Lancé en 2008 à Cotonou au Bénin, le projet des femmes a pour objectif d'amener plus de femmes dans les organisations syndicales tout en les appuyant par des outils. Il s'agit des connaissances qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle de syndicalistes et d'apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Bamako abritait un autre séminaire sous-régional sur la restitution de l'étude d'évaluation des systèmes d'alerte précoce dans la région du Liptako-Gourma, organisé par le projet Un seul monde sans fin et son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer. La rencontre vise à approfondir l'assise politique et sociale de la sécurité alimentaire. Compte rendu, Moussa Fane. L'évaluation des résultats des systèmes d'alerte précoce dans la région du Liptako-Gourma devra permettre au gouvernement des pays membres et leurs partenaires de suivre les indicateurs du climat. Un moyen pour les pays du Sahel de faire face au changement climatique, à la croissance démographique et à l'insécurité alimentaire. L'objectif fondamental est d'encourager l'émergence d'une économie rurale résiliente, capable de s'adapter au changement climatique, assurer la sécurité alimentaire à court ou à long terme et à améliorer les revenus des ménages. La Fondation Konrad Adenauer a lancé le projet Un seul monde sans fin. Cette initiative vise à approfondir l'assise politique et sociale de la sécurité alimentaire au Niger et au Mali et au Burkina Faso. La représentante de la Fondation a rassuré les participants quant à l'accompagnement du projet Un seul monde sans fin par la Fondation. L'étude sur l'alerte précoce va être présentée d'abord à un public des experts, des chercheurs et des sympathisants, puis à un public élargi dans les 3 pays de programme. À l'issue de cette rencontre, les participants devront être outillés grâce à leur familiarisation avec des concepts liés au système d'alerte précoce et de ces faits, mieux comprendre les pistes d'action d'engagement social et politique pour renforcer la sécurité alimentaire. Près de 80 millions de francs CFA, c'est la valeur de matériel remis aux déplacés de la région de Tombouctou par l'Organisation internationale pour la migration. Hamou Soumeila nous fait le point. Des motos, des panneaux solaires et équipements, des chaises, des photocopieuses et autres sont les matériels et équipements que l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, vient d'offrir aux autorités locales de la région de Tombouctou. Financé par le gouvernement du Japon et les bureaux d'appui à la consolidation de la paix à hauteur de 80 millions de francs CFA. Ces projets de relèvement précoce et de stabilisation communautaire viennent s'ajouter ici aux efforts du gouvernement du Mali, de la communauté internationale et de l'OIM afin de continuer cet accompagnement à ces personnes vulnérables. Ces projets qui visent à mener plusieurs activités de cohésion sociale, d'activités génératrices de revenus et de réhabilitation de plusieurs infrastructures de base sauront contribuer au relèvement de la région de Tombouctou. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour remercier l'OIM au nom de tous les bénéficiaires de ces donations. Ce geste n'est qu'une infime partie, disons, des efforts fournis par l'OIM. Il s'agit en fait de soutenir les autorités locales, administratives, les responsables des collectivités territoriales pour le renforcement de leurs capacités afin de leur permettre de répondre efficacement aux attentes des populations. À la fin de la cérémonie, le président de la municipalité de Tombouctou a donné l'assurance que bon usage sera fait de ces matériels et équipements. Le paludisme, le ministère de la Santé, le programme de lutte contre le paludisme ensemble pour faire baisser le taux de la maladie en cette période de saison de pluie. Et le meilleur moyen passe par l'information, la sensibilisation des populations. Un point de presse a été organisé. Le professeur Ogobara Dumbo, spécialiste des questions du paludisme, est au micro de Alpha Mega. Et chacun de nous, dans nos familles, dans nos villages, nous devons mettre à échelle les stratégies suivantes. Les simples assainissements, c'est-à-dire enterrer les pots vides, les pneus vides, remblayer les trous, sont efficaces.
Et ensuite, chaque enfant et chaque femme enceinte, voire toute la famille, doit dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides que le ministère donne gratuitement avec ses partenaires. Et pour chaque femme enceinte, il faudrait qu'elle commence très tôt les consultations prénatales pour bénéficier de la stratégie de prévention qui utilise la SP, au moins 3 doses pendant toute la grossesse. Et chaque enfant qui a un petit signe pendant ces mois de septembre, octobre, novembre, dans les familles, il faut l'amener rapidement pour faire un test rapide et qu'il bénéficie d'un traitement aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qui le guérissent complètement. De palu en République du Mali, quelles sont les zones qui sont concernées? C'est vraiment les régions où nous avons une transmission au moins de 6 mois, comme Sikasso, et comme une partie de Kaï, une partie de Koulikoro. Vous avez évoqué un aspect technique. 3T. Quand vous avez un enfant qui souffre de palu ou toute autre personne, il faut d'abord le tester, c'est-à-dire les tests de diagnostic rapide qui sont maintenant même dans les familles. Il faut le traiter, c'est-à-dire il faut lui donner les combinaisons thérapeutiques que le programme a recommandées. Il faut le traquer, c'est-à-dire documenter le cas pour qu'on puisse mesurer l'impact des stratégies de santé publique. Restitution des résultats de l'étude sur la résilience des enfants maliens. L'étude dont les résultats font l'objet de cet atelier a concerné les régions de Sikasso frappées par la malnutrition, Mopti et Gao touchées par la crise sécuritaire. Sikasso, ce n'est plus Sikasso, Bamako. On retrouve le point avec Aïssata Ibrahim Maïga. La situation de sortie de crise du Mali demande beaucoup d'efforts pour permettre aux victimes de ces différentes crises de surpasser les chocs vécus et d'aller de l'avant. C'est dans ce contexte que l'UNICEF, en partenariat avec la faculté de médecine et d'odontostomatologie et l'université de Tulane aux États-Unis d'Amérique, ont mené cette étude. L'UNICEF définit la résilience comme la capacité des enfants, des ménages et des communautés à anticiper, prévenir, résister, gérer et surmonter les stress et chocs cumulatifs d'une manière qui fasse avancer les droits de chaque enfant. Pour aider la communauté à résister à un choc, il faut donc des investissements en temps et en ressources. Les résultats de cette étude qui a concerné les régions de Sikasso, Mopti et Gao vont permettre une meilleure prise en charge des victimes maliennes. Nous avons pu développer des indicateurs de résilience au cours de cette étude et qui pourront être utilisés par tous les partenaires qui interviennent dans les domaines de la résilience et ça permet aussi d'évaluer les programmes, de savoir là où ils sont dans la mise en œuvre et puis les résultats de ces différents programmes. La coordination des jeunes du Mandé a organisé le week-end dernier des journées de sensibilisation sur 3 thèmes majeurs. Le manque de communication entre les populations locales et les forces de sécurité, l'entrée de produits frauduleux et la coupe abusive de bois. Les jeunes ont animé à cet effet des débats publics dans les communes de Balam-Bankama et Benkadi. L'objectif étant toujours d'amener les populations locales à mieux collaborer avec les forces de sécurité et composer en bloc contre l'entrée frauduleuse des produits. La déforestation était également au centre des discussions et ces journées ont été parrainées par Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Et l'occasion a été trouvée de mettre à terre 12 000 pieds d'arbres. Les pèlerins maliens poursuivent leur séjour dans des conditions d'accueil, d'hébergement et de restauration optimales. Après quelques difficultés relevées dans leur accueil, tout est rapidement rentré dans l'ordre. À ce jour, les 1500 pèlerins de la filière gouvernementale sont tous logés et restaurés à la satisfaction générale. Le récit de nos envois spéciaux, Oumar Moussa Traoré et Abrahaman Doka Traoré. Petite poussée d'adrénaline ce lundi matin à l'arrivée des pèlerins de la 3e et dernière vague de la filière gouvernementale dans la ville sainte de Médine. Après un voyage long et éprouvant physiquement, voire psychologiquement, un petit retard à l'allumage a été constaté dans l'installation des pèlerins, dû essentiellement au décalage horaire. Des difficultés très vite surmontées par les organisateurs et tout est rentré rapidement dans l'ordre. Dieu merci,
Nous remercions les pèlerins pour leur patience d'attendre l'heure qu'il nous fallait pour occuper. L'incident a été vite oublié et les pèlerins se consacrent avec ferveur à leur adoration de Dieu à travers les séances de prière à la mosquée de Médine. Et présentement, on peut dire que tous les Maliens sont bien logés et suivis sur le plan sanitaire et sur le plan nutritionnel. Et on n'est pas très éloigné de la mosquée, donc les personnes âgées aussi bien que les personnes jeunes peuvent faire ça à pied. On arrive à faire nos prières. Le logement est un peu loin, mais quand même on arrive à partir. Sur le registre de l'hébergement et de la restauration, les autorités en charge du Hajj ont mis les bouchées doubles en faisant appel cette année à un grand professionnel du secteur. Le jeune chef d'entreprise a tenu à se rendre à l'hôtel des pèlerins maliens pour s'imprégner de leurs conditions d'hébergement et de restauration. À la date d'aujourd'hui, on a 1498 des 1500 pèlerins sur place. Et ils ont très bien logé, très bien nourri. Et s'ils ont besoin d'autre chose, moi je suis à leur disposition. Côté santé, aucun problème, hormis l'état de courbature des pèlerins lié aux marches entre les hôtels et la mosquée. Le commissariat du 3e arrondissement et la direction régionale des services vétérinaires du district viennent de saisir des peaux d'âne. Au nombre de 36, ces peaux d'âne ont été saisies dimanche dernier sur une personne de nationalité chinoise. Sa valeur est estimée à près de 3 millions de francs CFA selon les responsables des services vétérinaires du district. Nous écoutons le commissaire principal Ibrahima Souma Keita, qui est commissaire chargé du 3e arrondissement. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Cette saisie s'est déroulée hier dans la matinée sur la base des informations que nous avons reçues par rapport à un Chinois circulant à bord d'un véhicule Toyota A26 à bord duquel il y avait 5 sacs contenant des peaux d'âne. Donc, interpellé et conduit à notre service, nous avons procédé aux vérifications. Il y avait effectivement des peaux d'âne au nombre de 36 peaux, des ânes fraîchement abattus. Donc, demandé sur la provenance de ces produits et n'a pas pu nous donner d'informations claires par rapport à la provenance de ces produits, encore moins sur la viande qu'est-ce qu'il a été fait de la viande de ces animaux-là abattus. Le Chinois même soutient que ces peaux-là étaient destinées à la confection des chaussures. Et qu'il a eu acheté sur le marché, entre guillemets, marché noir. Donc il ne connaît pas le Mali. Et forcément, il y a un Malien qui est devant lui pour vraiment procéder à cet acte vraiment ignoble. Donc nos priorités, c'est de chercher à savoir qui est ce Malien ou qui sont ces Maliens qui sont à la base de cet abattage-là. Et les enquêtes évoluent dans ce cadre-là. Sport, football, le sélectionneur des Aigles du Mali a animé ce matin un point de presse. C'était au siège de la Fédération malienne de football. Occasion pour le technicien français Alain Giresse de livrer la liste des 23 joueurs convoqués pour le match retour Mali-Bénin du 4 septembre prochain, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Commentaire Seragatou Sissé. En parcourant la liste, le technicien français Alain Giresse a retenu pour le match Mali-Bénin du 4 septembre prochain au stade du 26 mars 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 4 attaquants. On signale la convocation pour la première fois de 2 néophytes dans le nid des Aigles. Il s'agit des milieux de terrain Lassana Koulibaly de Bastia en Ligue 1 française et Diadje Samasekou de Red Bull Salzbourg en première division autrichienne. Sur quelle base la sélection a été faite? Elle est établie en fonction des circonstances. L'intersaison pour les professionnels, les blessures pour donc les indisponibles, et puis évidemment de confirmer des joueurs qui pendant les 5 matchs précédents de qualification ont été là. On signale le retour en équipe nationale du gardien de but du Stade Malien de Bamako, Soumaïla Diakité, du milieu de terrain de l'AS Monaco, Adama Traoré, et de l'attaquant Cheikh Tidiane Diabaté de Osman Lispor en Turquie.
Le rassemblement se fait ici à Bamako à partir de lundi. Alors on est maintenant dans l'attente de savoir si on le fera à Kabbalah ou pas, puisque Kabbalah souffre des conditions d'accueil. Sinon, il y aura un plan B qui sera mis en place. Des cadres comme Salif Koulibaly de tout-puissant Mazembe, Yacouba Silla de Rennes, Abdoulaye Diaby de FC Bruges et Modibo Maïga de Al Nasr en Arabie Saoudite sont de nouveau convoqués. Des absents sont enregistrés pour des cas de suspension et de blessures. On peut citer Bakary Sako, Tongo Ahmed Doumbia, Mola Wagé et Mamoutou Ndiaye. Les Aigles du Mali, premier du groupe C, 13 points, déjà qualifiés pour la CAN Gabon 2017, joueront sans pression face aux écureuils du Bénin, deuxième 11 points, en course pour une éventuelle qualification parmi les deux meilleurs troisièmes. Ce communiqué avant de refermer définitivement ce journal, le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance de la population qu'il sera procédé au ramassage de pneus usagés se trouvant sur le domaine public à partir du vendredi 26 août par les services appropriés. Par ailleurs, les tables et autres matériels servant de support pour la vente de fruits, légumes abandonnés le long des routes doivent être conservés dans les familles après usage. Les propriétaires des objets ci-dessus cités sont invités à prendre des dispositions pour enlever leur matériel avant le passage des équipes de ramassage. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Rachel Tessougué. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Banconi Razel.